Chers téléspectateurs, téléspectatrices de Métro News, bonsoir, bienvenue dans cette toute nouvelle édition de Journal. À la une, l'ancien patron de la Banque nationale de crédit, Raoul Pierre-Louis, a ignoré la convocation de l'unité de lutte contre la corruption. Son avocat conteste les compétences de l'ULCC, remettant en question l'équité de la procédure. Les brûlés de l'explosion d'un camion-citerne à Miragouane sont pris en charge. L'état de santé des 16 victimes admises au centre hospitalier de MSF à Tabar est stable. Également au titre de ce mardi, Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU, exprime son mécontentement face au manque d'engagement des pays membres pour soutenir la force multinationale chargée de la sécurité en Haïti. Un an après l'appel aux dons, seuls 6 pays ont contribué alors que 193 États membres ont été sollicités. Le feuilleton corruption BNC se poursuit à l'ULCC. Raoul Pierre-Louis, ancien président du conseil d'administration de la Banque nationale de crédit, a de nouveau refusé de répondre à une convocation de l'ULCC ce mardi 17 septembre. Il refuse de se présenter car les 3 conseillers qui l'accusent de corruption sont les mêmes qui mènent l'enquête, ce qui, selon lui, empêche une confrontation équitable. Son avocat, Maître Sonae Saint-Louis, dans une lettre au directeur de l'ULCC, conteste la compétence de l'institution. De la sommation de l'unité de lutte contre la corruption, il stipule que M. Pierre-Louis risque jusqu'à 3 ans de prison en cas de violence de la loi anticorruption. Pour en parler, nous recevons Maître Mario Delcy, avocat du conseiller Smith-Augustin. Maître Delcy, bonsoir. Merci infiniment de votre disponibilité. Bonsoir à toutes les téléspectatrices et tous les téléspectateurs de Métro News. Et bonsoir à Madame Batelmis. C'est tout un plaisir pour moi d'être là. Et je suis là en représentation non seulement de notre client, et le conseiller président, le président Smith-Augustin, mais je suis là aussi en représentation de ma collègue avocate, Maître Martine Chevalier, qui est également constituée dans le cadre de ce dossier. Il faut dire que c'est un dossier qui fait couler beaucoup d'encre et de salive ces derniers temps. Et aujourd'hui, ce mardi 17 septembre, l'ancien président de la BNC, M. Raoul Pierre-Louis, était invité à l'ULCC pour une 2e fois, justement, pour confronter les conseillers présidents. La première question, Maître Delcy, est-ce que votre client, M. Smith-Augustin, était présent? Oui, comme nous l'avions toujours dit auparavant, le président Smith-Augustin, c'est un citoyen avant tout qui respecte les institutions de son pays, et à chaque fois qu'une institution ou la justice le convoque, il entend répondre à toutes les invitations. Ce qui a été fait la dernière fois, vous savez que le conseiller Smith-Augustin a déjà répondu aux questions de l'ULCC, et M. Raoul Pierre-Louis, je crois l'avoir fait une fois. Et il y a eu une seconde invitation en prévision d'une confrontation, parce qu'il y a une version qui est donnée par l'ancien président du conseil d'administration, M. Raoul Pierre-Louis, qui est différente de la version de notre client, le président Smith-Augustin. Donc, pour pouvoir mieux faire jaillir la vérité, ou mieux éclairer la lanterne des enquêteurs de l'ULCC, eh bien, cette institution avait jugé bon dans ses pratiques, dans sa procédure, et d'organiser une séance de confrontation entre M. Raoul Pierre-Louis et chacune des personnes impliquées dans ce dossier. Et notre client était présent la semaine écoulée, et malheureusement, M. Raoul Pierre-Louis a pris
des prétextes pour ne pas se présenter et l'ULCC a eu adressé un procès-verbal de carence. Dans ce procès-verbal de carence, il y a eu une nouvelle date fixée pour une nouvelle confrontation. Et cette date était aujourd'hui. Et ce matin, à l'heure convenue, les avocats du président Smith, Augustin, ainsi que lui-même, nous nous sommes présentés dans les locaux de l'ULCC en vue de voir enfin réaliser cette séance de confrontation, car notre client n'a rien à craindre parce que tout simplement, il a toujours rejeté les accusations fallacieuses et qui sont portées contre lui, lesquelles accusations tendent à le décrédibiliser, Monsieur ou du moins et cachent une certaine velléité de la part des politiques que lui-même, il n'arrive pas à comprendre. Maître Delcy, est-ce que vous avez eu des justificatifs de la part de l'ancien président, ou du moins des avocats de l'ancien président Raoul Pierre-Louis, qui ont expliqué son absence aujourd'hui? Voilà, et nous n'avions pas eu la chance de prendre connaissance de la lettre physique, c'est-à-dire du document qui a été envoyé à l'ULCC. Cependant, il y a une copie, vous savez, c'est dans la façon, c'est dans le mode opératoire de M. Raoul Pierre-Louis, il y a eu une copie de cette correspondance qui circule encore et sur les réseaux sociaux. Eh bien, dans cette correspondance, on a pu lire les mêmes prétextes qu'il avait pris la dernière fois, à savoir qu'il avait demandé au Premier ministre de renforcer sa sécurité et de renforcer la sécurité de sa famille. Et cette fois-ci, il a même ajouté la sécurité de son avocat et il a précisé dans sa sommation responsive que rien n'a été fait et que le Premier ministre a préféré le limoger. Donc, dans ce cas, il ne pourra pas répondre à la convocation de l'ULCC. Nous autres avocats de M. Smith Augustin, nous continuons à dire que, premièrement, notre client n'a rien à voir, ni de près, ni de loin, dans ce faux scandale et orchestré par ce monsieur qui a dirigé une institution d'État pendant plus de 7 ans. Et nous pensons que l'ULCC va très bientôt rendre son rapport si cette institution ne préfère mieux mettre en application les prescrits de l'article 21, troisième alinéa du guide technique de la loi du 12 mars 2014 portant prévention et répression de la corruption en Haïti. Maître si vous voulez bien... Oui, nous allons y aller plus rapidement. Alors, la dernière question qu'on a à vous poser, c'est la deuxième invitation que l'ancien président du conseil d'administration de la BNC a boudé. Que se passera-t-il justement? Parce que certains évoquent l'article 21 dont vous venez d'évoquer. Que se passera-t-il s'il continue à bouder ces invitations? Écoutez, dans la sommation qui lui a été transmise, le directeur général de l'ULCC avait effectivement fait mention de l'article 21, troisième paragraphe du guide technique de la loi du 12 mars 2014. Et dans ce paragraphe, il est écrit clairement que quiconque refuse sciemment et sans justification valable de fournir les informations et documents requis dans le cadre d'une enquête menée en matière de corruption, cette personne sera punie d'un emprisonnement d'1 an, d'1 à 3 ans et cette infraction constitue ce que l'on appelle une entrave au bon fonctionnement de la justice. Alors, oui, nous allons refermer cette interview. Comme dernière question,
Est-ce que cela veut dire, dès aujourd'hui, M. Raoul Pierre-Louis est passible, ou du moins peut-être emprisonné, peut-être arrêté à n'importe quel moment aujourd'hui? Écoutez, c'est une décision qui devra être prise par l'ULCC, qui est l'autorité compétente en la matière, parce que l'entrave à la justice dans le cadre d'une enquête sur la corruption est une infraction. C'est une infraction, et nous ne l'avions pas inventée, mais c'est une infraction. Donc, c'est à l'ULCC de prendre la décision qui s'impose en la matière. Mais en ce qui a trait à notre client, le président Smith-Augustin, nous attendons la conclusion de ce rapport, tout comme la communauté internationale, comme vous aviez pu constater les déclarations de l'ambassadeur américain. Et je pense que c'est toute la population haïtienne qui attend et qu'une fin soit donnée à ces accusations, à ce dossier, pour qu'enfin les honorables conseillers présidents puissent se mettre au travail en vue de doter le pays d'un président constitutionnellement élu tel qu'il a été prévu et décidé lors de la signature et de l'accord. Attendons que lumière soit faite sur ce dossier. Merci infiniment à vous, Maître Mario Delcy. Merci beaucoup et merci également aux téléspectatrices et téléspectateurs de Métro News. Ce fut un plaisir. Merci encore. Voilà donc les précisions de Maître Mario Delcy, avocat du Conseil président Smith-Augustin, dans l'affaire de la BNC opposant 3 conseillers présidents à l'ancien président du conseil d'administration de la BNC. Merci de votre fidélité à Métro News. Autre point de l'actualité, les 16 personnes admises à l'hôpital Médecins sans frontières à Tabor après l'explosion survenue à Miragouane ce week-end sont pour la plupart dans un état stable, selon un médecin sur place ce mardi. Certains patients dont les brûlures couvrent plus de 50% de leur corps nécessiteront plus de temps pour guérir et les médecins ne pourront pas se prononcer sur leur état avant 48 heures. Une équipe est mobilisée pour répondre à tous leurs besoins, a-t-il assuré. La durée de leur hospitalisation reste incertaine, mais le médecin a affirmé que l'hôpital est suffisamment équipé pour leur fournir les soins nécessaires. Une équipe de métropole a visité les brûlés. Suivez ce reportage de Rodolphe Pierre-Louis. Nous sommes à l'hôpital Médecins sans frontières qui se trouve à Tabor, un centre de service de traumatologie et de grands brûlés, comme ceux qui sont victimes de l'explosion d'un camion-citerne à Miragouane au cours du week-end écoulé. Reçu par la responsable de communication et conduit dans la salle de soins intensifs, à première vue, la prise en charge des brûlés qui se varie entre 50 et 67% en langage médical est assurée. Plus d'une vingtaine de morts sur place ont été recensés, selon le directeur de la protection civile Emmanuel Pierre. En ce qui concerne les brûlés, ils reçoivent des soins appropriés. C'est le cas de cette jeune dame qui explique comment elle est victime. Normalement, c'est l'école d'abralé. Et puis, pendant ma passé, l'événement, en fait, je suis victime. Un moment, je me fais mieux, un moment, je tourne bien douleur. Puis, je fait mal avec le bras. L'hôpital s'assure également d'une série de thérapies permettant à la victime de retrouver l'usage de ses membres. Des matériels médicaux, des dossiers, des blocs-notes, des infirmières dans une salle bien aérée, tout le personnel est apparemment mobilisé pour effectuer leur travail. Avant d'y pénétrer, on nous a vêtus d'équipements adaptés à la salle de soins intensifs où chaque patient est traité avec soin, surtout en ce qui concerne leurs besoins primaires.
Qui ont douleur, mais il y a pour recevoir morphine pour l'instant. Morphine, c'est un antidouleur que nous utilisons et d'autres analgésiques puissants nous utilisons pour soulager la douleur patient. Nous avons un staff qui met manger dans son patient, nous avons tout staff là, nous avons psychologues, nous avons des auxiliaires, des infirmières pour aider les patients, brancardiers, kinés, c'est toute une équipe complète, les médecins, les infirmières pour avoir un soin complet. De son côté, l'un des médecins explique qu'après avoir été brûlé, il faut 48 heures pour déterminer la situation du patient. Toutefois, dans le cas où la brûlure dépasse 50%, il faudra beaucoup plus de temps pour tirer une conclusion. Dans les premières 48 heures, la maladie parfois est instable, qu'on ne peut pas vraiment déterminer le pronostic vital. Mais normalement, le plus gros malade nous là, 67%. Donc 67%, donc, je nous dis, dans le brûlé, c'est les premiers 2-3 jours qui sont importants. Donc, premier prise en charge, premier soit va le faire pour maladie, c'est des cas déterminés pour le suivi. Médecin de carrière, il se veut rassurant. Il y a des malades qui ne peuvent pas stabiliser dans 48 heures, mais la majorité n'a pas stabilisé. La majorité est stabilisée, donc on n'a pas déterminé la surface, qu'on est à profondeur, qui est profond, qui n'est pas profond. Donc, c'est ça qui va déterminer la durée de temps maladie, ensuite durée de vie maladie. Il faut préciser que pour l'instant, l'état des patients est stable et il y a des procédures qui ont été mises en place afin de pouvoir répondre à certaines obligations que leur cas nécessite. Ce qui est rassurant dans cette situation, c'est que les patients sont stables et les médecins ont fait savoir qu'ils prendront du temps pour se reprendre. Claude Désir et Rodolphe Pierre-Louis pour Télémétropole. Dossier mission multinationale, le chef de l'ONU juge inacceptable le manque de financement pour la mission de sécurité. Antonio Guterres exprime sa frustration face à la lenteur et à la faiblesse de la réponse internationale à la crise en Haïti. Il critique le manque de contributions pour financer la mission multinationale dirigée par le Kenya, visant à soutenir la police haïtienne submergée par la violence des gangs. Un an après l'appel aux dons, seuls 6 pays ont contribué, alors que 193 États membres sont sollicités. Lorsqu'il y a une guerre ou une crise financière nécessitant le sauvetage des banques, l'argent est toujours trouvé. Mais dans le cas d'Haïti, où une somme relativement modeste est requise pour établir une petite force, c'est inacceptable que ces fonds ne soient pas disponibles, a déclaré M. Antonio Guterres. Par ailleurs, les États-Unis ont soumis une résolution au Conseil de sécurité des Nations Unies, dont le vote est prévu le 30 septembre, malgré les réticences de la Chine et de la Russie qui pourraient en compromettre l'adoption. Ce projet propose de prolonger la mission multinationale d'un an, tout en préparant une transition vers une mission de maintien de la paix dirigée par l'ONU. Toujours dans le chapitre d'insécurité, sommes-nous face à la somalisation de la zone côtière de Port-au-Prince? En tout cas, des bandits armés attaquent des bateaux de transport de marchandises dans la baie de Port-au-Prince, rappelant des actes de piraterie. Ils se cachent dans des maisons abandonnées et empêchent les navires d'accoster en tirant sur eux. Récemment, 2 Philippins ont été kidnappés en pleine mer et les ravisseurs réclament des rançons. Cette situation alimente des craintes d'une somalisation de la capitale haïtienne, marquée par l'augmentation des actes de violence en mer. En réaction, le Premier ministre Gary Coney a tenu des discussions avec les responsables de l'autorité portuaire nationale, APN. La police nationale d'Haïti, PNH, mène une opération pour détruire les bâtiments abritant les criminels. Par ailleurs, depuis mars 2024, un contingent militaire assure la sécurité des installations de l'APN dans un effort pour contrer ces actes de piraterie. Pour refermer cette page, un étudiant en 3e année de sciences économiques est décédé en plein cours ce mardi 17 septembre des suites d'un malaise. Jean-Wilfried Aristide, 23 ans, venait tout juste de faire un exposé comptant pour un examen quand il a chuté à la salle de classe à l'Office de la protection du citoyen. Le protecteur du citoyen, Maître Renan Yedouville, attribue ce drame aux mauvaises conditions dans lesquelles évoluent les étudiants de l'Université d'État d'Haïti. Nous sommes au terme de cette édition. Avant de partir, le rappel des titres à la une de ce soir. L'ancien patron de la Banque nationale de crédit, Raoul Pascal Pierre-Louis, a ignoré la convocation de l'unité de lutte contre la corruption.
Son avocat conteste les compétences de l'ULCC, remettant en question l'équité de la procédure. Les brûlés de l'explosion d'un camion-citerne à Miragoâne sont pris en charge. L'état de santé des 16 victimes admises au centre hospitalier de MSF à Tabar est stable. Et puis Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU, exprime son mécontentement face au manque d'engagement des pays membres pour soutenir la force multinationale chargée de la sécurité en Haïti. Un an après l'appel aux dons, seuls 6 pays ont contribué, alors que 193 États membres ont été sollicités. Voilà ce qui m'a fait à cette édition de Métro News. Merci infiniment, chers téléspectateurs, de votre attention. On se retrouve demain sur Télémétropole. Excellente soirée.